Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous. Merci de venir nous écouter. On va essayer d'être à la hauteur de tous ceux qui ont pris la parole avant nous et dont vous venez de voir quelques images. Je voulais, parce que nous sommes à proximité de la Sorbonne, vous parler d'un grand spécialiste, un expert de la dissection du temps qui était Marcel Proust, parce qu'il a été étudiant à la Sorbonne et l'un de ses professeurs était Henri Bergson. Henri Bergson qui lui aussi a beaucoup réfléchi sur le temps et cela va peut-être nourrir nos débats. Il a réfléchi sur la notion de temps et de durée. Et je vais vous lire cette phrase qui a été une analyse des textes de Bergson où l'on dit « Le temps se distingue de la durée, abstrait, et il n'est qu'une succession d'instants extérieurs, les uns aux autres, qui se juxtaposent comme des cases vides, identiques, où viennent se loger les événements. » Alors, le thème, le temps ne serait qu'illusion, point d'interrogation. Pour nous aider à répondre à la question, je vous présente nos 2 experts, Thierry Derez,
Vous êtes le président-directeur général de Covea, qui est le leader de l'assurance, une correction peut-être, comme président-directeur général, non, tout va bien, qui est le leader de l'assurance mutualiste. Pour l'assurance, et en particulier pour le secteur mutualiste, le temps, vous aurez l'occasion de nous le dire, est un paramètre essentiel. L'assurance, c'est le temps. Vous nous ferez partager tout à l'heure vos constats. Et puis Marthe Fontcave. Marthe Fontcave, vous êtes professeur au Collège de France. L'une de vos spécialités est la chimie bio-inorganique. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vous êtes considéré comme une sommité. Vous n'allez pas me dire oui, mais vous êtes une sommité de la recherche. Alors je vous pose la question, à vous le premier. Le temps ne serait qu'illusion? Merci Xavier. Alors ce que je voudrais faire pour lancer cette discussion avec vous et avec Thierry, c'est de vous parler du temps de la physique, de commencer par vous parler du temps de la physique, et je vais vous parler beaucoup d'horloge, quelque chose de très très important. Alors je ne suis pas physicien, comme vous l'avez entendu, mais néanmoins c'est un sujet qui m'intéresse bien sûr, comme pratiquement c'est vrai pour tous les scientifiques. Mais il s'avère que j'ai eu la chance, parce que c'est un ami, puis que je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, de discuter de ça avec mon ami Serge Haroche, alors grand spécialiste pour le coup, aujourd'hui professeur honoraire au Collège de France, prix Nobel de physique en 2012, et je vous invite à lire ce livre, et qui a publié un livre qui s'appelle La lumière dévoilée. C'est l'histoire de sa vie, mais c'est aussi l'histoire de la lumière, cette physique d'ailleurs qui a intéressé Einstein, dont je vais dire quelques mots. Alors, l'intuition que nous avons tous, l'expérience humaine du temps, c'est bien sûr qu'il y a un passé, un présent et un futur, et que la flèche du temps, appelons-la comme ça pour le moment, a un sens unique, une seule direction, qui fait passer inéluctablement un moment présent, ce moment où je vous parle, très rapidement, tout de suite il nous échappe, dans quelques secondes, puis dans quelques minutes, et puis ce moment, ça sera un passé dans quelques années, enfin, si ce que je vous raconte est suffisamment intéressant et mémorable pour que vous en souveniez dans quelques années, ce qui n'est pas absolument sûr. Alors, à côté de cette intuition très forte, profonde, que tout le monde partage, hein, passé, présent, futur, etc., eh bien, on continue, comme on le fait pendant ces 2 jours, et puis spécifiquement aujourd'hui, on continue à se poser la question, le temps est-il une illusion? Alors, on en est au début de cette séance, et malheureusement, je vais tout de suite dire non, le temps n'est pas une illusion. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire de cette réponse pour la suite, mais je vais dire non. Et en fait, on se la pose parce que, au fond, on a fait croire à l'existence d'une divergence entre la compréhension physique, scientifique du temps et l'intuition que nous en avons. Finalement, entre le temps de la physique et le temps de l'expérience humaine. Et l'illusion, et alors ça c'en est une, de cette divergence, s'explique essentiellement dans l'histoire de la physique par une forme d'incompréhension de la théorie de la relativité restreinte, puis générale, d'Einstein, qui peut nous conduire à dire qu'elle remet en cause le caractère objectif du temps. Alors que, au contraire, cette théorie établit les conditions qui permettent de définir le temps comme une quantité mesurable avec une très très grande précision à l'échelle de la Terre, mais aussi au-delà dans l'univers. Donc le temps de la physique. Je vais commencer bien sûr par la première, la physique classique, la physique de Newton. Celle qui explique la plupart des phénomènes que nous vivons. Cette physique, elle suppose que l'on peut objectivement dire si un événement a lieu avant, après ou en même temps qu'un autre événement, et le temps est justement ce qui permet d'ordonner ces événements dans l'univers.
Ce temps permet aussi de définir une vitesse, hein, des mètres par seconde, ou des accélérations, des vitesses par seconde. Et donc, par conséquent, on est capable de mesurer le temps dans cette physique qui sépare deux événements. Et l'ordre des événements ainsi que la durée qui sépare ces deux événements sont totalement indépendantes de l'observateur. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de la physique classique, de sorte que Newton nous dit que pour le monde physique, est muni d'une horloge. Très bien. Alors, avec Einstein et sa relativité restreinte, on élimine totalement, et c'est une forme de révolution, la caractéristique newtonienne de la simultanéité absolue. La détermination des événements qui se produisent au même instant dépend du mouvement des observateurs, de sorte que deux observateurs qui se déplacent à des vitesses différentes ne seront pas d'accord sur l'instant où se produit le même événement. En d'autres termes aussi, le temps est différent ou s'écoule différemment pour deux observateurs qui se déplacent l'un par rapport à l'autre. Et c'est bien ça, cette sorte de remise en cause d'un temps universel, cette complexité-là, qui en effet conduit à dire que même pour la physique, eh bien finalement le temps n'existait pas, qu'il était une illusion. Alors, je veux essayer de vous démontrer, et c'est là que je vais vous parler des horloges, je voudrais vous parler de cette chose-là qui est à la fois, de mon point de vue, une preuve de l'existence du temps physique, et aussi un développement scientifique assez formidable, et je vais en donner quelques éléments. Alors, en réalité, il faut savoir que le temps est une grandeur qui est mesurée depuis des siècles de façon de plus en plus précise. C'est probablement, peut-être je le redirai, mais c'est probablement la grandeur physique que les physiciens déterminent avec le plus de précision aujourd'hui. Et à partir de là, ce temps aussi joue un rôle absolument essentiel dans le développement de théories scientifiques profondes et également dans les activités humaines les plus banales. Et cette mesure du temps, elle se fait par quoi? Elle se fait par des horloges. Et donc, on va développer plusieurs points. Premièrement, le temps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avec ce que je viens de dire, le temps, c'est exactement ce que mesurent les horloges. Qu'est-ce que sont les horloges? Elles fonctionnent toutes selon le même principe. C'est un dispositif qui compte les occurrences successives d'un mouvement périodique qui se répète continuellement à l'infini. Alors oui, ces horloges sont de plus en plus précises, et donc si l'on compare les différentes horloges entre elles, eh bien qu'est-ce qu'on va constater? On va constater une constance parfaite du rapport de leur fréquence. Que ceci soit possible est juste la preuve parfaite qu'il existe un temps et qu'il est observable. Et donc, effectivement, le temps est une des quantités les mieux mesurées que les savants, que les physiciens maîtrisent. Donc, en conclusion de cela, et je continuerai un peu sur les dernières horloges, en conclusion de cela, parce qu'il est mesurable, parce qu'il est mesurable par des horloges extrêmement précises. Oui, le temps existe, et pour un scientifique comme moi, il n'est pas illusion d'une certaine façon. La question ne se pose pas, ou si elle peut se poser, c'est parce qu'elle recouvre d'autres choses qu'on va discuter tout à l'heure. Alors, sur ces horloges, juste pour terminer, j'ai un peu de temps encore, je crois. Tout à fait. Ouais. Avec les toutes dernières horloges les plus précises, ce sont les horloges atomiques qui sont apparues à la fin des années 50. On a donc des horloges à base d'atomes comme le césium ou le rubidium
En fait, c'est des horloges qui comptent la fréquence de rotation du moment magnétique électronique de ces atomes. Et ces fréquences sont 1 million de fois plus élevées que celles des horloges à quartz. Et il y a une autre chose, peut-être je le redirai tout à l'heure dans la discussion, il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'on n'a plus de fait d'horloges qui sont construites par l'homme et qui sont sensibles à des tas de choses, la température, effectivement la manipulation, le vieillissement des artefacts, etc. On a aujourd'hui des atomes, uniquement des atomes, qui sont des entités immuables, inusables, et dont les fréquences dépendent uniquement de constantes fondamentales de la nature. Donc, non sujettes à manipulation par l'homme. Alors ces horloges, elles ont conduit par exemple à un résultat, à une découverte absolument fantastique, hein, qui est le GPS. Et j'en profite pour dire que c'est parce qu'on a introduit des corrections relativistes grâce à Einstein dans ce GPS qu'on a cette très très grande précision. Si on n'avait pas les corrections relativistes, on ferait une erreur de plusieurs kilomètres. Alors, je termine. Cette histoire des horloges n'est pas finie. Et nous vivons une vraie révolution aujourd'hui, notamment grâce aux travaux des physiciens de la lumière, justement, Serge Haroche, Jean Dalibard, qui est aujourd'hui aussi professeur au Collège de France. Vous savez, il y a une école de cette physique-là avec beaucoup de prix Nobel, hein, Kastler, à l'École normale supérieure, Cohen-Tanuji. Voilà, on a plusieurs prix Nobel qui sont vraiment des experts de tout ça. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des horloges atomiques optiques. Alors, à nouveau, hein, je ne suis pas un spécialiste et pendant cette petite exposé, j'ai essayé de faire simple. Voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail précis, j'essaye de vous donner les grandes idées. Là aussi, c'est pareil, c'est assez compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les ordres de grandeur. Avec ces horloges... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'avant cette étape-là, pour vous donner un ordre de grandeur de la précision, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir. Sur les atomiques, pas les atomiques optiques, hein, donc je vais y revenir, mais sur les horloges atomiques, les incertitudes relatives sont de 10 puissance moins 14. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 milliardième de seconde par jour, l'erreur. De sorte que deux de ces horloges synchronisées aujourd'hui ne se différencieront que de moins d'une seconde dans 3 millions d'années. C'est pour vous donner la précision. Maintenant que je parle des horloges atomiques optiques, celles-là, elles sont basées donc sur la fréquence de laser. Et là, la fréquence optique est de l'ordre d'une centaine de térahertz, qui est 100 000 fois plus grande que la fréquence micro-ondes de ces horloges atomiques dont je parlais à césium, qui sont si formidables, ces horloges à GPS. Eh bien, ces chiffres-là montrent que l'incertitude relative de ces nouvelles horloges qui vont arriver sur le marché, si j'ose dire, est maintenant non pas de 10 puissance moins 14, mais de 10 puissance moins 19. 100 000 fois moins d'erreurs. Vous voyez que déjà c'était... Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous prenez deux de ces horloges, vous les synchronisez au moment du Big Bang, c'est-à-dire il y a 14 milliards d'années. Eh bien, aujourd'hui, elles dévieraient l'une de l'autre d'un vingtième de seconde. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est voilà, l'élément que je voudrais vous apporter. En tout cas, non, la relativité restreinte ne dit pas tout est relatif, même le temps. Je te laisserai raconter l'histoire. Mais nous dit que nous avons la physique et les outils pour mesurer une grandeur, le temps, et que parce que
on peut la mesurer, parce que c'est avec cette précision absolument incroyable que le temps existe. Voilà, merci. Merci Marc. Alors, si comme moi, vous pensez que le temps de cette écoute n'est pas une illusion, ce qui reste pour moi une illusion, c'est peut-être d'avoir tout compris. Mais je pense qu'on s'en approche. Merci beaucoup Marc. Alors, au fil des siècles, le temps a été constitutif de, évidemment, notre histoire, l'histoire des hommes, et pas que l'histoire des hommes. Et je crois que c'est, Thierry, votre expertise aujourd'hui, c'est de nous raconter ce que le temps a traversé, je dirais, au fil du temps, et comment il a constitué l'histoire. Alors, d'abord, je voudrais adresser des remerciements, par l'intermédiaire de Marc, à Albert Einstein. Je m'exprime, soyons clairs, en tant qu'assureur. Parce que d'avoir pu, grâce à la théorie de la relativité, caler les GPS pour éviter des écarts sur les voitures de plusieurs kilomètres, vous n'avez pas idée du nombre de sinistres qui ont été ainsi évités. Donc, grand merci à Albert Einstein, même si peut-être, mais je mets ça en mineur, il ne l'a pas seulement fait pour ça. Sur le temps, une des caractéristiques, c'est que nous l'avons toujours interrogé. L'être humain a toujours interrogé le temps. On l'a interrogé parce que, d'abord, nous sommes, jusqu'à plus ample informé, les détenteurs d'un monopole qui est celui de la conscience. Après, l'usage qu'on en fait peut éventuellement prêter à débat, mais on a le monopole de la conscience. Et donc, nous nous projetons, et donc, notre curiosité s'applique à la dimension temporelle. Vous connaissez la théorie qui veut que les dessins sur les grottes effectués par les hommes des très très anciens temps étaient des manières de se rendre propices, les trajets, le nombre d'animaux qu'ils allaient croiser pour la chasse, et donc en espérant les oxyre. Donc, une très grande curiosité, d'abord par rapport au futur, puisqu'il faut assurer la subsistance et essayer de voir comment on pourrait s'organiser. Au fur et à mesure des siècles, cette curiosité a pris à utiliser différents moyens. Et là, on ne peut que rendre hommage à l'imagination humaine. On a commencé par regarder les foies des poulets, on a regardé les lignes de la main, on a découpé les poissons pour voir si l'arête était dans le bon sens. Bref, on a à peu près demandé à tout événement, à toute créature, d'être une lueur pour éclairer le futur. Un autre progrès a été accompli. On a commencé à lever la tête, on a regardé le ciel. Et l'astrologie, qui pendant très très longtemps n'a pas été dissociée de l'astronomie, a été d'abord un moyen de repérer des grands cycles temporels, et puis de faire parler ces cycles temporels avec une interprétation des mouvements des planètes, de savoir si tel mouvement aurait telle influence sur une partie de la population. Et puis, j'en viens à ce qui est le cœur de mon propos. Un progrès en appelant un autre, on a découvert l'assurance. Ben oui, l'assurance, c'est mieux que de regarder les foies des poulets, c'est mieux que de regarder le ciel avec les conjonctions Mercure, Vénus, Saturne, j'en passe et des meilleurs. C'est mieux que les 12 signes du zodiaque. C'est une discipline actuarielle, c'est-à-dire fondée sur le calcul. Et vous voyez le lien avec la précision dont nous avons besoin pour effectuer les calculs et les explications que vient de donner Marc sur la rigueur, l'extrême finesse avec laquelle, aujourd'hui, nous pouvons mesurer le temps. Soyons humbles, les assureurs n'ont pas encore
parce que nous ne désespérons pas, rattraper la finesse de lecture qui est celle des physiciens dans l'appréhension du temps. Autrement dit, on peut considérer que nos variations sur provision technique et sur provision mathématique ont une oscillation qui est bien supérieure à 1/20 de seconde au bout de 14 milliards et demi d'années. Enfin, 14 milliards d'années, pardon. Ceci étant, on voit bien que l'assurance a une liaison extrêmement naturelle, forte avec le temps. Parce que si on revient à l'essentiel, qu'est-ce que c'est l'assurance? L'assurance, c'est une réflexion sur la protection des biens, des personnes qui sont actuellement présentes. Il se trouve que ces biens sont en général l'accumulation d'un passé que nous connaissons. Donc on a une dimension temporelle, le présent avec sa fugacité, le passé qui a permis d'accumuler des biens, des richesses, etc. Mais le propos de l'assurance est beaucoup plus ambitieux puisqu'il s'agit de les protéger, non pas simplement dans le présent, ce qui, reconnaissons-le, serait assez confortable, mais dans le futur. Il faut donc se livrer à des estimations, à des évaluations, à des calculs, pour savoir ce que vaudra tel ou tel bien à un horizon plus ou moins lointain, en général, la durée du contrat. Et vous voyez se développer toute une discipline qui finalement revient à une tentative, là aussi, d'appréhension du futur. Comment est-ce qu'est née l'assurance? Alors, il y a des légendes sur les bâtisseurs de pyramides, sur les bâtisseurs de cités en Mésopotamie, qui auraient découvert la possibilité de mutualiser un risque, notamment un risque personnel. Je dis légende tout simplement parce qu'on n'a aucune trace de cela. Donc, si on veut faire un travail rigoureux, la vraie trace, la première trace de l'assurance que nous ayons, c'est le prêt à la grosse aventure. Le prêt à la grosse aventure, c'est la possibilité d'assurer les navires, ça sert à ça, par rapport à leur trajet, leur cargaison, le corps du bâtiment. Et vous avez toute une petite corporation qui s'est spécialisée en la matière et qui a pris en charge une part du péril qui pouvait atteindre le navire lors de ses activités de transport. À l'époque, on est avant la découverte du calcul des probabilités, on repose sur une discipline scientifique qui n'est pas que le pifomètre. Le pifomètre entre évidemment de façon sérieuse en ligne de compte, mais surtout la qualité de l'information. La qualité de l'information. Qu'est-ce qui fait que vous allez engager vos capitaux pour protéger un navire plutôt qu'un autre? Les renseignements dont vous disposez sur, par exemple, la compétence du pilote, par exemple, l'entretien du bâtiment, par exemple, les périls qui peuvent s'attacher à la cargaison. On n'assure pas de la même façon une cargaison de poudre et une cargaison de vin, etc., etc. Et à partir de là, vous avez une dimension qui est celle de l'assurance possible de ces biens que sont les navires, le fret, l'équipage, etc. Et vous voyez déjà poindre quelque chose qui est de plus en plus et qui va continuer à être une dimension centrale de l'assurance, c'est la donnée. On découvre aujourd'hui l'assurance comme étant un énorme consommateur de données. Oui, mais ça a toujours été. Encore une fois, pour pouvoir assurer, alors on n'appelait pas ça des données parce qu'on n'avait pas encore les datas, mais on appelait ça des informations, des renseignements, des notions. C'est ça l'aspect central, c'est d'avoir des données pour pouvoir assurer ces choses. Et évidemment, le lien avec le temps, la projection que l'on peut en faire dans le futur, est d'autant plus profonde que nous pouvons mesurer avec davantage de précision le temps. Vous comprenez mon dernier propos, l'assurance a de beaux jours devant elle. S'agissant des bâtiments dont vous parliez,
les premiers grands financements de grands voyages, vous les situez à quelle époque? On est sur un peu avant les grandes découvertes. D'ailleurs, il semble assez fondé de retenir que la protection des navires, la protection des expéditions a favorisé l'expansion de l'exploration, puis du trafic maritime. Donc on est début 15e, fin 14e. On n'a pas de traces d'éventuels financements d'expéditions phéniciennes qui étaient une civilisation de grands marins? On n'en a que très indirectement, à travers les quelques petits relevés de comptes qu'on peut trouver, mais l'affectation n'est pas totalement limpide. On aimerait bien, comme toute profession, plus nos racines seront profondes, plus notre légitimité sera importante, et plus encore qu'aujourd'hui nous serons populaires. Et Dieu sait que les assureurs sont populaires. Bien, alors vous aurez la possibilité tout à l'heure de poser des questions, vous aussi, et je ne doute pas que vous en aurez. Cette deuxième partie de notre questionnement sur le temps n'est-il qu'illusion va être maintenant celui des questions posées par les étudiants de la Sorbonne qui sont avec nous aujourd'hui. 3 des étudiants qui ont posé des questions, 3 des étudiantes qui ont posé la question sont avec nous. Il y a Chloé Taillard, c'est ça? Voilà. Il y a Lucie Galaret, voilà, bonjour Lucie, et Angélique Sartre. Alors, vous étiez 7, je crois, à avoir posé quelques questions, de nombreuses questions pour dire la vérité. On va essayer de traiter de la manière la plus rationnelle possible en regroupant celles qui nous paraissent un tout petit peu se ressembler. Et je vais donc commencer en donnant la parole à Angélique Sartre, qui va se lever pour nous poser la première question, sachant que nous avons regroupé les questions 1 et 3 pour vous, comme ça vous aurez les éléments dans votre propre dossier. Et ces questions sont posées à tous les deux. Tous les deux, vous aurez ensuite des questions qui vous seront adressées personnellement. Mais là, vous allez avoir la lourde responsabilité de répondre tous les deux à la question qui vous est posée par Angélique. Allez-y, Angélique. Vous m'entendez? Ok, parfait. Alors, nous, on pensait que les questions 2 et 3 allaient plutôt plus ensemble, donc ça me paraît plus logique de les poser Posez ensemble. la question que vous voulez, Angélique. On ne va pas faire un débat sur 1 et 3 ou 2 et 3. Nous n'avons pas le temps. L'idée d'illusion, à notre sens, ça ne veut pas forcément dire que le temps est illusion, ça ne veut pas forcément dire que le temps n'existe pas, parce que d'ailleurs, l'idée d'illusion présuppose un peu une erreur, une perception déformée d'une réalité préexistante. Et donc on pourrait se demander de quoi le temps est l'illusion, s'il n'est pas plutôt une hallucination qui serait une création totale de l'esprit, chose que vous avez remise en cause, monsieur Marc Fontcave, juste avant. Je ne sais pas si c'est clair. Alors Marc, hallucination, illusion? Oui, d'abord vous avez raison, c'est vrai que c'est parfois mis ensemble, et je l'ai fait moi-même en disant il n'existe pas, il pourrait exister, être une illusion, c'est ce que vous allez dire, c'est assez difficile à penser dans ces termes. Et vous rajoutez maintenant le mot hallucination, c'est assez difficile parce qu'une hallucination, c'est aussi la prise en compte de façon psychologique ou de quelque chose qui n'existe pas. Donc malgré tout, même si vous refusez le terme n'existe pas... Oui, justement, dire que le temps n'existe pas serait plutôt l'idée d'hallucination, là où l'illusion... ce serait plutôt peut-être l'idée de... après, vous avez remis en cause l'idée de divergence entre le temps vécu et le temps physique. Oui. Mais, bon, à nouveau, moi il m'est difficile de rentrer dans ce débat-là, puisque, en effet, comme vous l'avez compris, tout indique que nous pouvons ordonner les choses et mesurer la durée, on peut ordonner des événements, et donc
et on peut mesurer donc la durée qui sépare ces deux événements avec une très très grande précision. Je me répète, mais c'est absolument la clé. Si c'était une illusion, et on aura peut-être l'occasion aussi de le redire, si c'est quelque chose de purement subjectif, si certains voient le temps passer plus vite et le temps moins vite, tout cela est vrai. À ce moment-là, tout ce que j'ai raconté serait remis en cause. Or, ce n'est pas le cas. À nouveau, nous pouvons mesurer. Alors, vous voyez, deux personnes qui disent tiens, j'ai l'impression que ce qu'on a vécu il y a un jour, c'est il y a très longtemps, et l'autre dit bah non, moi ça me paraît être il y a peu de temps. Donc, ils peuvent se dire bah finalement, tu vois, le temps est illusion. Mais en réalité, c'est de l'ordre psychologique. D'ailleurs, il y a une question tout à l'heure qui est assez intéressante, qui est celle de savoir si c'est sensoriel. Voilà, j'aurais quelques éléments à dire là-dessus. Mais en l'occurrence, voilà, on peut avoir des sentiments différents, une psychologie différente par rapport au temps, mais comme la preuve est faite que ces deux personnes qui ont eu le sentiment de vivre des choses qui, plus ou moins rapidement, et qu'on a chronométré, et réellement le moment où ils ont vécu ça, l'un il pense que c'est il y a très longtemps, l'autre que c'est il y a très peu de temps, et que le temps est rigoureusement le même, c'est bien que ce n'est pas une illusion. Je ne peux pas répondre autrement que comme ça. Alors Thierry, on a cette question, est-ce qu'il y a une perception déformée du temps? Est-ce qu'on pourrait finir par accepter l'idée que cette perception du temps serait une hallucination? À quel moment on bascule dans une irrationalité de la perception? Je considère que j'ai un avantage par rapport à Marc, c'est que je ne suis pas un scientifique. Donc, je patauge dans le royaume de l'à peu près, de l'approximation, ce qui laisse quand même beaucoup de latitude. Je crois quand même me souvenir que Condillac a écrit un traité des sensations. Dans ce traité des sensations, il explique que quoi que nous voulions, quoi que nous espérions, nous sommes tributaires de nos sens. On ne peut que difficilement avoir de perception indépendamment de nos sens. Or, nous avons une perception du temps. Il suffit de retrouver quelques photos datant d'il y a quelques années et, à part quelques privilégiés, beaucoup d'entre nous constatent un changement. C'est donc que nous avons une expérience biologique. Alors, est-ce que c'est une expérience biologique du temps ou du devenir? Puisque vous savez qu'on a essayé de forger un vocabulaire de plus en plus précis autour du temps. Nous sommes dans le devenir. Nous vieillissons, nous changeons, d'autres êtres arrivent, etc. À partir de là, considérer que nous ne sommes en présence que d'une illusion, c'est un pas que j'ai du mal à franchir. Il y a simplement plusieurs facettes, plusieurs endroits d'observation du temps. Évidemment, l'endroit où le perfectionnement a atteint son plus haut niveau, c'est la physique. Pour les autres, je considère que, évidemment, nous sommes en train de mener ces travaux, en train de faire ces recherches. Je pense aussi, indépendamment de Condillac, à Freud. Qu'est-ce que c'est que le retour du refoulé? Si le retour du refoulé au sens freudien n'existe pas, s'il n'est qu'une illusion, le temps non plus n'existe pas, etc., etc. Autrement dit, il me semble que nous avons créé, et c'est heureux, un grand nombre de disciplines intellectuelles, et que chacune de ces disciplines intellectuelles interroge, à l'occasion, ou parfois de façon centrale, comme en histoire, la notion de temps. Et à partir du moment où ceux qui posent la question sont à des endroits différents du savoir,
les réponses qu'ils peuvent obtenir, les angles de recherche sont aussi nécessairement différents. Je peux illustrer mon propos d'un thème. En histoire, un thème revient régulièrement, c'est la chute de l'Empire romain. C'est peut-être, avec l'assurance, la matière sur laquelle l'humanité a le plus écrit, juste après l'assurance. Quand on était dans une situation d'inquiétude, de guerre, le courant majoritaire en histoire était « Rome est tombée à cause des barbares ». C'était les barbares qui avaient effondré Rome. Puis, on est à l'époque de Gibbon, donc fin du XVIIIe, on voit poindre un courant laïque extrêmement fort. Le principal responsable, c'est la religion. C'est la phrase de, je crois, c'est Pigagnol. L'Empire romain n'est pas mort de sa belle mort, il est mort assassiné. Le coupable, c'est le christianisme. Clair, net, sans bavure, paf. Bon. Ensuite de quoi, on est rentré dans une période où on s'est dit finalement peut-être qu'une cause ne suffit pas complètement, on va les juxtaposer. Donc c'était un peu les barbares, un peu la religion, un peu la décadence des mœurs, qui a connu évidemment son acmé au moment du puritanisme et de l'époque victorienne. Pour les victoriens, c'était la dégradation, la corruption des mœurs romaines qui était le principal vecteur de l'effondrement de l'Empire. Très récemment, 3 ans, 4 ans, Kyle Harper, un historien américain, a publié sa thèse sur l'effondrement de l'Empire romain. Quelle est la cause principale de l'effondrement de l'Empire romain? C'est le changement climatique, les pandémies. Okay? Donc on interroge toujours le passé, le temps, à partir de notions qui nous intéressent. Ce qu'on veut, c'est savoir ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je serai? Où est-ce que mes enfants seront? C'est cette question-là qui est posée. Et pour pouvoir répondre à cette question, on modifie les interrogations qu'on adresse au passé. Aujourd'hui, l'idée que la religion ait pu être responsable de la chute de l'Empire romain, reconnaissons-le, interpelle un peu moins. Qu'en revanche, c'est parce que les Romains, dans leur grande étourderie, aient oublié qu'il fallait soigner les populations, qu'il fallait faire attention pour les pandémies, qu'il fallait s'organiser en face de l'utilisation, par exemple, trop importante du chauffage au bois, etc. Là, ça nous parle. Parce que c'est nos questions, parce que c'est nos préoccupations, parce que c'est pour aujourd'hui et c'est pour demain. Donc notre curiosité, on peut l'appeler illusion si on veut. L'illusion, c'est de croire que nous posons toujours les mêmes questions au passé. Ça n'est pas vrai. Nous posons les questions qui nous intéressent. Et moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire est-ce que les questions que nous nous posons ne sont que des illusions? Je ne sais pas. Oui, c'est très intéressant, d'autant plus que ça renvoie tout de même à ce que la question qui a été posée par Angélique Sartre, dont je rappelle qu'elle est de Paris 1. Eh bien, effectivement, vous resituez, Thierry, l'idée que la perception du temps, Marc a raison, le temps, lui, est immuable, il existe, et c'est simplement notre perception du temps c'est nous-mêmes qui fabriquons l'illusion. Si le temps n'est pas illusion, nous en fabriquons une forme parfois d'illusion en fonction du regard que l'on porte sur lui. De là à aller à l'hallucination, je pense que ça doit venir de temps en temps quand l'illusion devient insupportable. Et puis, nous avons d'autres questions, et je vais demander à Lucie Gallaret de bien vouloir nous poser sa question. Nous avions regroupé 6 et 7, mais je ne me hasarde plus au regroupement. Je vais vous laisser libre de poser la question que vous souhaitez poser. Allez-y, Lucie. Alors, Lucie, pardon, vous êtes étudiante à Sciences Po Toulouse, c'est ça? Mais merci beaucoup. Je vais poser quand même la question 7. Donc, ça a concerné le référentiel que l'on peut choisir quand on parle du temps.
Et donc, étant donné que le référentiel paraît assez nécessaire, que ce soit dans le domaine scientifique ou au niveau des assurances, est-ce qu'on pourrait affirmer que le temps, ou en tout cas la durée, la perception qu'on a du temps, est purement subjective, ou est-ce qu'il y a forcément un aspect qui est beaucoup plus objectif au niveau temporel? C'est bien qu'on ait basculé d'une question qui est le temps est-il l'illusion à la perception du temps est-il ceci ou est-il cela. Comme ça permet à nouveau de répéter que le temps existe. Alors, au fond, quand on utilise le mot perception, on sous-entend une subjectivité. Et donc, comme vous posez la question, est-ce que la perception est subjective? La réponse est évidemment oui. C'est-à-dire que à côté, je ne sais pas si c'est bien ça votre question, mais à côté d'une réalité du temps, eh bien la perception qu'on en a, c'est-à-dire cette perception subjective de l'écoulement du temps, en effet, celle-là, elle est sujette à des tas de sources, de tas de moteurs, hein, des moteurs de la vie, des moteurs psychologiques, etc. Et en effet, on le voit bien, chacun d'entre vous, à cet instant, trouve notre débat soit trop long, soit trop court. Et ça, c'est vraiment la perception, une perception subjective. On va essayer de prendre une assurance, peut-être. Parce que, bien évidemment, les secondes qui passent, là, en ce moment, sont rigoureusement les mêmes que celles que vous avez vécues il y a hier ou avant-hier. Donc, oui, il y a une subjectivité. Ce qu'on pourra discuter tout à l'heure, mais je ne vais pas le faire tout de suite, si la question, je ne sais plus, 11 ou 12 sera posée, je ne sais pas si elle le sera, mais c'est sur cette question, c'est est-ce qu'il y a, au fond, moi, ce qui m'intéresse en tant que scientifique, excusez-moi de revenir à la science, c'est au fond, est-ce qu'il y a un sens physiologique? Est-ce qu'il y a des récepteurs, quelque chose de concret qui nous permettent, humains, d'avoir cette perception-là? Auquel cas, si c'est vrai, et je dirais ce que j'en pense, mais auquel cas, si c'est vrai, ce n'est plus de la subjectivité à ce moment-là. C'est parce qu'il y a une mécanique biologique, naturelle, qui le permet. Et s'il y a des différences entre les uns et les autres, ce n'est pas tant que ce soit purement subjectif, mais c'est que la machinerie, peut-être, n'est pas la même chez les uns et chez les autres. Il y a un sens pour entendre, l'ouïe, mais on n'est pas tous armés de la même efficacité. Et donc, deux personnes pourraient dire... j'entends ce morceau de musique est vraiment pas bon, j'entends très mal, et l'autre va dire ce morceau de musique est absolument fantastique, je sens des choses absolument superbes dans mon oreille, etc. Et donc si on ne savait pas qu'il y a en effet des mécanismes biologiques très précis pour cela, et qu'ils peuvent se dégrader en effet avec le vieillissement ou avec des accidents d'une personne à l'autre, on pourrait dire ça aussi c'est de la subjectivité. Non, c'est pas de la subjectivité. S'il y en a un qui entend moins bien et l'autre mieux, c'est pas de la subjectivité, c'est juste parce qu'il y a un outil, un mécanisme naturel que les êtres vivants possèdent pour cela. Donc on reviendra à cette question des sens avec l'autre question. Lucie, d'ailleurs, parlait de renvoyer à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Bergson, quand j'ai cité les travaux de Bergson, sur la différenciation qu'il y a entre le temps et la durée. La durée étant évidemment une perception. Thierry. Par rapport à la question posée, vous avez compris que Marc, Xavier et moi profitions du temps où nous étions avec vous pour remplir une grille de loto. Ne vous laissez pas abuser. Quand on demande aux étudiants, en l'occurrence des étudiantes, les questions numéro tant, c'est pas du tout parce qu'on a des questions qu'on préfère ou pas. C'est en réalité parce qu'on fait notre petite grille de loto, comme chaque dimanche matin,
Bon, là, on n'est pas au café, mais on ira tout à l'heure. Sur la question donc, de la subjectivité, je ne reprends pas ce qui a été dit, notamment très bien par Marc, la subjectivité individuelle. Je pense qu'il faut ajouter un degré qui est le degré de l'utilité sociale de cette utilisation du temps. Le temps, encore une fois, on l'interroge en fonction de nos besoins. Si vous êtes un peuple, une peuplade de chasseurs-cueilleurs, quelles questions allez-vous poser au temps? Vous avez besoin de savoir quelle est la saison, fruits, pas fruits, en fonction de l'endroit où vous évoluez, pleuvra, pleuvra pas, etc., etc. Si vous êtes un agriculteur sédentaire, vous avez déjà une suggestion plus importante, puisqu'il va falloir incorporer le rythme des saisons. Il ne faut pas vous tromper quand vous allez semer. Il faut essayer d'être à peu près sur place quand il faut récolter, ce qui interdit par exemple d'aller faire la guerre au moment des récoltes, c'est pas plus bête, etc., etc. Et vous voyez l'évolution qui a été la nôtre et qui est liée à une division d'abord physique, ensuite sociale, de plus en plus fine du temps. Quand les horloges d'une même petite ville appartiennent l'une à l'église, l'autre au couvent, la troisième à un riche propriétaire foncier, l'écart, je marche sur les brisées de Marc, l'écart est à peu près de 15 minutes par jour. 15 minutes par jour avec les horloges, on va dire, assez rudimentaires avant qu'on invente le balancier, etc. Et les gens se rencontraient, les gens mangeaient, les gens vivaient. Simplement, c'était un autre rythme. Nous sommes dans une société, pas dit civilisation, je dis société, dans laquelle la précision est un requis. On nous demande d'être extrêmement précis dans beaucoup de choses, y compris par rapport au temps. Parce que nous avons une organisation de la société qui est fondée sur une division extrêmement fine, précise, notamment du travail. Vous ne pouvez accomplir certaines tâches industrielles qu'à la condition qu'il y ait une exacte synchronisation de ces différentes tâches. Donc, vous devez passer au plus près possible la séquence de temps que vous mesurez. Pour ce faire, vous demandez aux scientifiques de vous trouver des machines qui vont de plus en plus précisément aller mesurer le temps. Et ensuite, grâce à cette mesure du temps, vous allez pouvoir développer non seulement des techniques, mais aussi une organisation de la société qui va être différente. Et ça, c'est quelque chose qui peut être labellisé subjectivité. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans une subjectivité d'une personne, on est dans la subjectivité, en quelque sorte, d'un collectif qui considère que c'est ça qu'il faut faire, ça c'est bien, c'est par là qu'il faut aller, et c'est comme ça qu'il faut s'organiser pour pouvoir atteindre ce but. Donc, oui, il y a une part de subjectivité, mais ne pas penser que cette subjectivité débouche nécessairement sur un total désordre, une désorientation de tout le monde, un grand fatras psychique pour les individus, ça serait faux, à mon sens. Ce qui me paraît beaucoup plus exact, c'est une étroite corrélation entre la capacité de la science à mesurer le temps et les organisations qu'on peut, nous, politiquement, décider de retenir. L'exemple du GPS est un exemple technique, mais l'organisation de la vie en société, par exemple, passer des 3-8 à la semaine de 35 heures, si on n'a pas d'horloge précise, pour le début de l'idée, comment ça peut se faire, comment ça peut s'organiser.
Donc, il y a une interaction voulue par rapport à l'état de la science dans l'organisation de nos sociétés. Pour moi, c'est ça que je mettrais, pour essayer de répondre à votre interrogation, sous la notion de subjectivité, pas se cantonner à une subjectivité individuelle. Merci Thierry. Alors tout à l'heure, Marc avait l'air très impatient de répondre à la question numéro 11. Donc je vais proposer... Oui ? Je note. 11. Alors, ceci dit, attendez, il faut quand même être honnête, on n'a jamais gagné. Donc, mais c'est l'occasion, Thierry, c'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais. On verra bien, mais en l'état, on a un niveau de performance qui n'est pas terrible. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai toujours refusé que les actuaires du groupe se mettent à calculer les occurrences de résultats des jeux organisés par la Française des Jeux de mon ami Stéphane Pallès. D'accord ? On s'y est refusé. Sinon, je suis sûr qu'on aurait gagné. Bon, mais... Ça, c'est pas une bonne indication, parce que ça va vous valoir des cambriolages. Hein. Ah bah, c'est pas grave, parce qu'on cherche pas. Non, vous savez que la technique de probabilité est évidemment la même quant à son socle pour le jeu et pour l'assurance. D'ailleurs, les rédacteurs du Code civil ont installé l'assurance dans le Code civil juste à côté du jeu et du pari. Donc vous avez ces chapitres, ces titres du Code civil qui sont consacrés à ce qui est aléatoire, et ce qui est aléatoire, c'est le jeu, le pari et l'assurance. D'ailleurs, pour avoir, dans notre vie, participé à des appels d'offres de grandes organisations sportives qui mettaient aux enchères leurs événements, la théorie des jeux s'applique dans la rédaction de l'appel d'offres de la même manière. On va demander à Chloé Taillard, élève de l'ISEG, de bien vouloir se lever et nous poser la question numéro 11. Celle-ci est a priori réservée à Marc, mais on n'empêchera pas Thierry de donner son opinion, je vous assure. Donc, selon la définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales, qu'on appelle communément le CNRTL, l'illusion, c'est une interprétation perceptive et erronée de données sensorielles. Donc finalement, est-ce que l'expérience du temps est sensorielle ou elle est plutôt intellectuelle et intellectualisée? Voilà. Oui. Vous avez 4 heures. Merci. Oui, cette question est intéressante parce qu'il s'avère que, par ailleurs, beaucoup de gens se la sont posés de cette façon-là, et moi-même, je me suis demandé, si on pouvait répondre. Là aussi, avec les approches de la science, je me limiterai à ça. En effet, la perception du temps, c'est la perception subjective de l'écoulement du temps. Et la question qui est posée, c'est est-ce que, au fond, il y a un sens? Et quand on dit un sens, c'est quelque chose de naturel, une mécanique naturelle qui nous permet de percevoir le temps. Qu'entend-on par sens? Vous le savez très bien, je l'ai dit tout à l'heure. On a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre, on a un nez pour sentir. Et donc on peut se poser, en effet, et ce sont des sens, et on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a aussi un sens du temps? A priori, on pourrait dire non. C'est pas bien établi, et pourtant nous sommes bien capables de sentir ce temps. Et en réalité, j'ai regardé un petit peu ça, c'est pas ma spécialité, mais cette question est posée par les biologistes au fond depuis pas mal de temps, la recherche d'un sens du temps. C'est quand même quelque chose d'assez formidable. Ça date du 19e siècle et il y a eu tout un tas... On pourrait même dire que certaines expériences de Pavlov ont introduit aussi... ce sont des expériences qui
permettait de savoir si un chien avait la notion du temps et s'il avait des caractéristiques biologiques qui lui permettaient de sentir ce temps. Mais ça va jusqu'à aujourd'hui avec par exemple des expériences en imagerie cérébrale, qui sont aujourd'hui des techniques extrêmement développées pour comprendre le cerveau. Il y a une vraie révolution de la chimie et de la biologie du cerveau depuis une vingtaine d'années. Et donc, par exemple, avec ces techniques d'imagerie cérébrale, on a pu observer, on a pu mettre en évidence des ondes, alors qu'on appelle lentes, pas le temps de définir de quoi il s'agit, donc qui apparaissent par exemple lorsqu'un individu attend un stimulus se produisant après un délai précis donné. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui est de l'ordre neuronal. Et donc aujourd'hui les modélisations donc sur la base de réseaux neuronaux montrent qu'en fait le traitement de l'information temporelle peut être un phénomène émergent de la circuiterie neuronale. Donc la question est ouverte et il y a des recherches là-dessus, comme pour l'ouïe, l'odeur, la vue, peut-être qu'il existe un mécanisme spécifique, mais ce n'est pas établi, je voudrais pas, mais il y a une recherche de ces mécanismes spécifiques, une sorte d'horloge centrale du cerveau, au fond. Ce sont des recherches, et les développements, à nouveau, de l'imagerie cérébrale, qui est toujours en développement, avec de plus en plus grosses machines qui permettent de traiter des signaux extrêmement faibles, la cognitique, la neurobiologie, enfin tout ça travaille, y compris à ces questions-là. C'est-à-dire que cette question-là n'est pas une simple vue de l'esprit, n'est pas abandonnée, elle est traitée, y compris par les scientifiques. Et peut-être un jour, on découvrira un mécanisme spécifique. Pour le moment, ce n'est pas le cas. À nouveau, attention, ne sortez pas en disant il paraît qu'on a découvert le mécanisme de perception du temps. Non. Mais voilà, il y a des travaux et je trouve ça très très intéressant. Thierry, un petit mot. Juste pour compléter, abonder dans le sens de Marc, peut-être de temps en temps faut-il que nous fassions un effort de mémoire pour nous souvenir que nous sommes un produit de l'évolution et que même les plus chanceux d'entre nous ne sont pas nés ce matin. Nous avons dans toutes nos structures, y compris les structures cérébrales, puisque c'est une des caractéristiques, on va dire, un peu marquées de l'être humain, le fruit de toute une évolution. Si j'évoque cet aspect-là, c'est parce que c'est une illustration du propos que Marc vient de tenir. Actuellement, sont menées des recherches sur l'incidence, la prédisposition à certains types de cancers en fonction de l'exposition à la lumière. Entendre également l'exposition à l'absence de lumière, par exemple la nuit. Quelle est la grande différence entre notre époque et la plupart des époques antérieures? Nous connaissons, sauf précaution extrêmement importante, ne connaissons pas l'obscurité absolue. Quand nous nous couchons, on a toute une série d'appareils autour de nous avec des petites loupiottes vertes, rouges, jaunes. Quand on est d'une humeur badine, on peut les faire clignoter si on veut, etc., etc. L'obscurité absolue est quelque chose qui, aujourd'hui, nous est difficile à atteindre, qui mérite une organisation absolument rigoureuse. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, de Jean-Denis Bredin sur ce thème-là. Voyageur qui ne peut pas dormir s'il n'est pas dans un noir absolu, il finit par casser la chambre d'hôtel pour détruire tous les petits appareils qui ont des diodes. Bon. Ça veut dire que notre cerveau a, quelque part, c'est ce que l'on cherche, une relation avec ces notions. Or,
n'y a pas besoin d'être très très créatif, ni très imaginatif, pour comprendre que la relation à l'obscurité, le besoin, semble-t-il, qu'exprime notre cerveau d'une totale obscurité, c'est lié à notre longue histoire sur une planète qui se caractérise, après tout, par une alternance du jour et de la nuit. Si nous habitions sur la Lune et que nous exposions toujours la même face de notre planète au Soleil, la question, peut-être, ne se poserait pas pour notre cerveau. Peut-être que si nous n'étions pas sur une planète en rotation, la question de savoir si on a besoin d'obscurité serait totalement infondée. Donc notre cerveau aurait évolué différemment. Donc les recherches que nous pourrions mener, notamment sur des pathologies qui peuvent l'atteindre, seraient orientées différemment. Thierry voulait ajouter un mot. Marc. Non, juste pour compléter ce que je dis, ce que je disais, c'est que, en effet, ces recherches en cours ne vont pas résoudre totalement le problème, parce que la question n'est pas simplement de découvrir le sens ou la mécanique neurobiologique qui est responsable de ça, parce que malgré tout, la perception du temps sera toujours une combinaison, en effet, de cela, peut-être, un mécanisme biologique extrêmement spécifique, mais aussi, et continuera à être, le résultat d'expériences psychologiques et également de réflexion. Je ne veux pas enlever la partie intellectuelle de sensorielle, mais aussi de réflexion intellectuelle et philosophique. Et c'est pour ça que cette notion-là est si complexe, parce qu'elle englobe tout ça. Et juste un point que je n'ai peut-être pas précisé, ces expériences-là, elles sont assez précises. Elles consistent à nouveau à trouver l'existence ou non d'un mécanisme spécifique qui permet, par exemple, elles abordent la question de la perception de choses très très précises, et c'est dans le design et l'élaboration des expériences qu'on peut le voir. C'est la perception des durées, notamment la perception de l'ordre temporel, et la troisième chose qui est très étudiée, c'est la perception de la simultanéité, qui est une chose pas évidente non plus. Voilà, c'est pour vous donner un peu quelques informations sur l'état des recherches actuelles dans le domaine. D'ailleurs, sur l'évolution de la société, il y a un chercheur américain qui s'appelle Thomas Fall, qui a travaillé sur la dynamique actuelle qui sépare les générations les plus anciennes qui vivent en monochronie des générations plus jeunes qui vivent en polychronie, et ça renvoie aux recherches qui sont faites sur le cerveau, en particulier sur le développement des zones cognitives, dont on s'aperçoit aujourd'hui que la présence de jeunes individus dès le plus jeune âge devant un écran, des écrans de smartphone ou de tablette ou d'ordinateur, montre qu'il y a une déformation, en tout cas que les zones cognitives du cerveau ne se développent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le même cerveau que le nôtre, mais les zones cognitives ne se développent pas de la même manière. C'est un sujet qui, compte tenu de mes activités numériques, me passionne. Alors, autre question, celle-ci était censée être réservée à Thierry. Alors, je ne sais laquelle de vous trois va nous poser la question numéro 8. Allez, Angélique va se dévouer. Question pour Thierry, dont je ne doute pas une seconde que Marc aura son avis. Sur laquelle Marc aura son avis. Alors, si le temps est illusion, ou dans une moindre mesure, si les notions de passé, présent et futur sont des constructions créées par des civilisations, est-ce qu'il y a un présent réellement dans lequel on pourrait agir ? Il semble que oui, quand même. Parce que nous posons au fondement de notre société un principe de responsabilité. Ce principe de responsabilité, il est forcément assis sur du présent. Du présent qui va, c'est son rôle, devenir du passé. Mais vous ne pouvez être responsable que pour autant que vous avez prise
sur les événements, sur ce qui arrive, sur les décisions qui sont mises en œuvre. Donc, ma réponse serait que, quel que soit le côté étriqué, mathématiquement infinitésimal du présent, nous avons, via le présent, un rôle. Non seulement je le crois, mais je l'espère aussi. Parce que si je réponds positivement à votre question, à savoir qu'on n'a aucun rôle du fait de l'exiguïté du présent, à quoi bon? À quoi bon réfléchir sur la transition énergétique? À quoi bon réfléchir sur ce que pourra être l'avenir, notamment des générations futures? Donc, je crains que le refuge derrière cette étroitesse du présent puisse servir d'alibi à des personnes qui souhaiteraient ne pas prendre de responsabilité. Or, il me semble que la dignité de l'être humain, c'est de prendre des responsabilités. Après, on peut en discuter. Elles sont l'objet de débats, de décisions, de retours en arrière aussi, qui sont à peu près incessants. Mais la dignité humaine, à mon sens, est liée à la responsabilité. Et donc, ne pas avoir de présent, c'est ne pas avoir de responsabilité. C'est une étrange société dans laquelle je souhaite que nous n'entrions pas. Merci Thierry. Je vois que le temps passe et on va peut-être maintenant donner la parole à la salle. Je ne doute pas qu'il y ait... Et notre grille est finie. La grille est terminée. Est-ce que nous avons une question dans la salle? La première est toujours la plus difficile à poser, mais le sujet est tellement riche que je ne doute pas que vous ayez quelques questions à poser à nos deux intervenants. Monsieur au fond. Ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Nous étions dans l'obscurité et grâce à vous, nous sommes dans la lumière. Eh bien, ça mériterait une grille gagnante, ça. Une question, une autre question. Oui, au fond, une dame. Bonjour, j'ai une question à poser à propos de la notion du temps. Je crois qu'il faudrait différencier le temps mécanique du temps de la conscience. Restons sur le temps mécanique. Vous parliez d'horloge. On pourrait comparer un horloge à un outil qui mesure un rythme ou qui crée un rythme. Et appréhender ce rythme, c'est lui donner le nom de temps. Et je crois que le temps vit sur... Je ne suis pas scientifique, vous l'aurez compris, je ne suis pas langue maternelle français non plus, donc vous m'excuserez les erreurs. Mais je crois que la notion du temps se produit à travers la conscience du temps qui est subjective. Et dès que nous passons à l'objectivité d'une mesuration qui est rythmique, qu'on pourrait nommer temporelle, mais que je préfère nommer rythmique, nous sommes dans un autre espace, voilà, dans une autre option. Et je me demande si le temps, s'il était mécanique, et si la perception de cette mécanicité serait individuelle, on pourrait peut-être dire que c'est une illusion. Oui, voilà. Marc, question compliquée qui renvoie d'ailleurs à l'appréciation que Nietzsche avait lui-même du temps et de sa corrélation avec la musique, donc le rythme. Oui, non mais... alors, à la fois, vous avez raison vous utilisez le mot rythme, et au fond, moi, j'ai utilisé le mot fréquence, mais ça veut dire à peu près la même chose. En effet, toutes les horloges dont j'ai parlé sont basées sur des fréquences d'oscillation. Donc, voilà, ce qui m'attriste un peu, c'est que je
pensez vous avoir convaincu que ce temps mécanique a une réalité telle, à nouveau parce que justement l'utilisation de rythmes, comme vous dites, de fréquences, d'oscillations, d'une très très grande précision nous permet de, en tout cas pour ce qui me concerne, de conclure que le temps n'est pas une illusion et qu'il est une réalité. Mais voilà, à nouveau, à côté de cela, on peut en avoir une intuition, une appréciation, un sentiment très variable, on l'a dit pendant cette heure et demie, mais ce n'est pas parce que nous en avons une perception différente l'un de l'autre, à nouveau, que ce temps doit être défini comme une illusion, parce que justement, comme je l'ai dit et comme vous l'avez compris en partie, on a tout ce qu'il faut pour démontrer que ce n'est pas subjectif, que c'est une réalité. Voilà. Thierry, un petit mot. Mon petit mot sera pas mieux. D'accord. Non, mais qu'est-ce que je viens de dire là, tu vois? Non, c'est vrai. Voilà. Peut-être, par rapport à la remarque sur le rythme, rappeler que Saint-Augustin, qui a sorti une formule intéressante sur la compréhension du temps, a également écrit un traité sur la musique. Donc le De Musica de Saint-Augustin, c'est pas dans ce traité qu'il évoque spécifiquement le sentiment du temps, c'est dans les Confessions. C'est dans les Confessions qu'il y a cette phrase très très célèbre: si personne ne m'interroge, je sais ce qu'est le temps. Si l'on me demande de l'expliquer, j'en suis totalement incapable. Mais Augustin, sans doute, en anticipant sur votre question, madame, a également écrit un traité sur la musique. Ça permet de renvoyer à Karajan qui, répétant avec le Philharmonique de Berlin la 7e de Beethoven, avait dit il n'a jamais été joué 2 fois la 7e de Beethoven exactement dans le même temps, dans la même durée, et nous essayons tous de nous approcher de la perfection du temps qui est celui dans lequel Beethoven l'a composé. Une autre question peut-être. Il y a une question ici. Oui, alors c'était justement sur la question du rythme et le temps. Est-ce que, donc on a expliqué que le temps n'est pas une illusion, mais est-ce que le fait que on venait de dire que le temps est justement un rythme ou une séquenciation, une addition de cycles, de cycles, et est-ce qu'on pourrait donc dire que le temps n'est pas une illusion, mais qu'il existerait potentiellement plusieurs temps, dans le sens où toutes fréquences ne sont pas les mêmes, tout rythme ne sont pas pareils, et donc que ces cycles de fréquences, vu qu'ils ne sont pas pareils, potentiellement le temps est pluriel, il existerait peut-être plusieurs temps différents. En effet, les fameuses fréquences d'oscillation utilisées par les horloges dont j'ai parlé sont toutes différentes. Les horloges à quartz, les horloges atomiques dont j'ai parlé, les horloges atomiques optiques, le balancier des horloges de nos grands-mères. Bon. Mais il ne faut pas prendre le fait que ces outils résonnent à des fréquences différentes pour dire qu'il y a des temps différents. Ce qu'on observe, c'est que les rapports des fréquences sont toutes constantes. Voilà. Et c'est bien parce que ces rapports de fréquences sont constants que, en effet, la conclusion est il n'y a pas plusieurs temps, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Votre question peut-être fait aussi écho à la tentative scientifique de réconcilier la théorie de la relativité avec la mécanique quantique.
On a donc, me semble-t-il, forgé la théorie des cordes. Et sur cette théorie des cordes, on peut avoir des univers qui sont des univers distincts, dissociés, non seulement temporellement, mais évidemment dans l'espace, dans le monde physique. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais vous avez là aussi une façon dont notre humanité interroge des connaissances dont, dans un premier temps, on considère qu'elles sont inconciliables. Le travail est encore à faire. Je ne désespère pas, depuis la découverte du boson de Higgs, qu'on puisse réconcilier la mécanique quantique et la théorie de la relativité. Simplement, c'est plus de mon âge. Je posais une question à Marc qui était: emportons une horloge la plus sophistiquée, avec une horloge à la fois quantique, quartz et autres lasers, et je l'emporte avec moi dans une fusée qui va se déplacer à la vitesse de la lumière. La même horloge reste ici à la vitesse que nous connaissons sur cette planète. Je fais un voyage, que va indiquer l'horloge lorsque je serai revenu de ce voyage? La même chose. Donc elle n'aura pas varié par rapport à celle qui est restée. En fait, pour l'observateur qui est dans la fusée et qui a sa propre horloge, même si elle va à la vitesse de la lumière, elle est dans un référentiel qui est immobile. D'ailleurs, vous voyez, ici, on est à un endroit, et d'ailleurs partout sur la Terre, où en fait, on a l'impression que c'est stable. Et en fait, vous savez que la Terre, elle tourne très vite. Oui. Et simplement, bon, voilà. Donc, pour l'observateur qui est dans la fusée et pour l'observateur qui est sur la Terre, le temps sera le même. Thierry ? Non, ceci dit, comme le rappelait Étienne hier, notre langage conserve beaucoup de scories qui font litière des travaux de Galilée et de Copernic. Par exemple, nous disons tous, le soleil se lève, le soleil se couche. Et pourtant, elle tourne. Y a-t-il encore une dernière question dans la salle? Allez, oui, une question, madame. Le micro vous arrive, madame. Merci beaucoup. Je suis absolument désolée, car je pense que je n'aurai pas beaucoup de ce temps dont vous parlez, qui est chronos. Mais j'aurais beaucoup à dire. J'attrape le nom de cet immense compositeur Beethoven, car il se trouve que je suis essentiellement musicienne. J'ai été d'abord interprète à l'opéra, on n'en parle pas, malgré la reconnaissance. Mais je n'étais pas satisfaite. Des parties de moi-même demandaient à vivre, et ces parties, ça s'appelle la créativité. À l'heure où je vous parle, j'ai composé toute une œuvre qui est une musique. Sauf que, même si, lorsque j'avais 20 ans, je commençais de vouloir traduire ma musique intérieure avec l'écriture convenue, les blanches, les croches, etc., cette musique n'était pas le miroir de ma musique intérieure. Cela dit, cela explique qu'il eût fallu des années d'études avec des plus grands compositeurs pour que je puisse traduire avec l'écriture convenue mes états d'âme, ma musique. Mais j'ai laissé faire le ciel et j'ai composé une œuvre, non pas avec des croches, si on veut, et des blanches, etc., mais avec des mots. Or, en neurosciences, quand on passe le cerveau d'un créateur, pas interprète, hein, bien que certains interprètes, très peu, soient à niveau, Georges Steiner l'a dit, au niveau du créateur, ça arrive. Donc, quand on passe le cerveau au CRM, on s'aperçoit que
un créateur, un artiste ou scientifique, c'est exactement les mêmes aires AIRES du cerveau qui s'activent. À l'heure actuelle, je collabore depuis 8 ans avec quelqu'un qui est un très grand musicien et qui est à Stanford. Il est parti à Stanford avec sa femme il y a 3 ans. Il s'appelle Archip Yepmou et je collabore avec lui précisément sur Beethoven. Parce que Beethoven, et mon ami Archip l'a donc démontré, Beethoven, son père était africain, un black. Moi, je suis avec l'Afrique, entre autres. Mais, pour comprendre, est-ce que tout le monde parle anglais? Je peux le dire en anglais, parce que la phrase clé de ma partition, elle explique tout. Alors, je le dis en anglais très vite, et après je traduis en français s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et si vous pouvez poser votre question en Ma même temps. question, alors... Voilà. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle... Alors moi, je suis dans la physique mécanique quantique. Avez-vous entendu parler de la conscience intuitive extra-neuronale? Pas dans le cerveau. Hein. Avez-vous entendu parler de la conscience intuitive extra-neuronale? Jean-Jacques pas Charbonnier. récemment, je crois. C'est Jean-Jacques Charbonnier. Pas avant aujourd'hui. Pas avant aujourd'hui. Et je peux être même bon très précis quant au temps. Midi et demi. Ah bah voilà. Alors, je vais vous donner des papiers. Hein. J'ai préparé des papiers. Parfait. Mon nom, Linden Blossom. Je suis professeur. J'ai beaucoup d'étudiants publics, évidemment, un peu en France et surtout dans les autres pays. Car la France étant un pays laïque, il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Étienne Klein est adoubé au système, pas Philippe Guillemont. Donc nous pouvons parler de ces choses qui sont des réalités. J'ai fait les études en psychiatrie, ce n'est absolument pas. Alors mon nom c'est Linden Blossom. Merci Madame Blossom. Merci beaucoup. Je remercie la salle, je remercie nos étudiantes, je remercie surtout nos intervenants, Thierry Derez, Marc Foncave. Merci beaucoup de votre... merci beaucoup de vos lumières. Merci à tous.